Alors, bonsoir les chercheuses et les chercheurs de lumière, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 26 mai 2024 et nous nous retrouvons comme chaque semaine pour un live en direct. Alors ce soir, comme je vous l'avais prévu, comme je vous l'avais dit, nous avons une petite surprise, nous avons un live en direct avec notre ami Philippe Massiera, qui est l'auteur du livre Symboles et arcanes des arts hermétiques, paru chez Liber Faber en 2022. Philippe va se présenter tout à l'heure, mais avant de donner la parole à Philippe pour se présenter et commencer le live, je voudrais vous donner la réponse à la question de l'arcane mystère que nous avions, comme chaque semaine, depuis hier, sur laquelle nous avions réfléchi. Alors j'avoue avoir été un petit peu surpris. Je pensais que la définition que je vous avais proposée était relativement simple. Et puis, bonsoir Catherine, je m'aperçois que en réalité c'est plus complexe que ce que je pensais. La définition que je vous avais proposée concernant l'arcane mystère, eh bien, inciter à être tourné vers soi, à mettre le projecteur à l'intérieur de soi et également à parler de bonté et de relation avec les autres. Et évidemment, l'arcane qui était concerné par cet arcane mystère, eh bien, c'était tout simplement l'arcane du pendu. Alors voilà pour la question de l'arcane mystère. Alors bonsoir Philippe, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonsoir Pierre. Alors je suis Philippe Massiera. J'ai étudié beaucoup les symboles depuis plusieurs dizaines d'années et j'ai écrit un livre qui est une enquête sur les symboles du tarot, puisqu'en fait c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et j'ai essayé de faire ma propre enquête et donner mes propres réponses par rapport à l'histoire des symboles dans les différentes civilisations qui ont pu inspirer le tarot de Marseille. Donc, mon livre est surtout un livre de recherche et aussi de références culturelles et pas, notamment pas un livre de méthodologie divinatoire, par exemple. Oui, Voilà. tout à fait. C'est un livre qui présente ton travail de recherche sur la symbolique et notamment la symbolique des arcanes majeurs du tarot. Et c'est un travail qui est extrêmement fouillé, notamment dans un point de vue artistique et iconographique. Ce soir, Philippe, je te propose d'échanger à propos de la question des couleurs du tarot de Marseille, puisque le tarot de Marseille eh bien, est illustré en couleurs. Et donc, première question que j'ai envie de te poser, officiellement, combien y a-t-il de couleurs dans le tarot de Marseille? Alors, je dirais au hasard 7. euh, donc, parce que c'est un chiffre sacré. Et après, on peut vérifier, hein, c'est évident. Mais en fait, voilà peut-être une des clés possibles. Après, je sais que certaines couleurs, peut-être c'est une spécificité, j'ai pas creusé, des tarots de Marseille. Même si les couleurs sont légèrement pas, ne sont pas forcément les mêmes selon les jeux, mais qu'il y ait en fait un code couleur quand même qui se répète. Voilà. Alors, effectivement, si on s'arrête au canon officiel du tarot de Marseille et des tarots, on va dire, de type 1 et de type 2, qui sont des tarots dits anciens, que j'opposerai à des tarots plus modernes réalisés par des artistes contemporains ou plus récents, le nombre de couleurs, effectivement, qui se trouvent dans ce canon du tarot de Marseille ancien est bien au nombre de 7. Alors, on va retrouver le bleu, le jaune, le rouge, le vert, on va retrouver la couleur chair et puis on va retrouver également le blanc et le noir.
qui sont les 7 couleurs de base, on va dire, du tarot de Marseille. Bonsoir Florent qui nous a rejoint, bonsoir Nadine qui nous a rejoint. Alors, si on prend ces couleurs, est-ce qu'il y a un ordre pour aborder la symbolique des couleurs dans le tarot, d'après toi, Philippe? Alors, non, moi, je n'ai pas étudié. Peut-être toi, tu sais mieux que moi sur cet ordre-là. Moi, ce que j'ai repéré quand on regarde le jeu comme ça d'une manière entière, c'est l'importance du rouge et du bleu. Oui. Et après, des autres couleurs. Donc, moi, c'est ça qui m'a vraiment impressionné dans ce tarot-là. Je sais pas, toi, ce que tu en penses, Pierre. Et effectivement, on voit de manière très très nette, hein, que le rouge et le bleu sont tout à fait majoritaires dans les arcanes du tarot de Marseille. Et ce sont 2 couleurs qui sont particulièrement importantes. Alors, que symbolise le rouge et que symbolise le bleu, et pourquoi, d'après toi, ces couleurs sont si importantes dans le tarot de Marseille? Alors, il y a plusieurs théories possibles, puisqu'en fait, une partie peut-être de la sagesse euh, a été perdue. Mais en fait, on s'aperçoit que habituellement, dans beaucoup de traditions, on oppose le blanc et le noir dans une sorte de polarité. On le voit notamment dans le signe du Tao. Et là, en fait, on a l'impression que c'est à peu près la même chose qui se passe avec le rouge et le bleu. Une sorte de donc d'équilibre avec parfois une dominance de l'un sur l'autre, une importance de l'emplacement en fait du rouge par rapport au bleu. Et donc bon, si on va plus loin, comme on a pu en parler déjà, Pierre, on peut souvent approcher le rouge de l'esprit et le bleu de l'âme. Et c'est peut-être une des réponses. Est-ce que le jeu de tarot est philosophique? Et donc, est-ce qu'il nous parle de cet équilibre assez difficile à atteindre entre l'âme et l'esprit? Alors, c'est effectivement des questions qui sont intéressantes. De fait, le rouge et le bleu sont également des couleurs dites primaires, mais c'est aussi des couleurs qui sont opposées, c'est-à-dire qu'on a une couleur qui est dite froide et une couleur qui est dite bleu, chaude. Alors, c'est intéressant parce que dans la théorie des couleurs actuelles, le rouge est considéré comme une couleur chaude alors que le bleu est considéré comme une couleur froide. Or, si l'on observe les planètes avec un télescope capable de mesurer notamment, outre le spectre des couleurs, mais également comment dire, le nombre de calories qui émanent de ces planètes, on s'aperçoit qu'en réalité, dans l'univers, le bleu est une couleur qui est beaucoup plus chaude que le rouge. Et d'ailleurs, quand on regarde une flamme, la partie la plus puissante de la flamme, eh bien, c'est la couleur bleue. Et puis, c'est pas non plus étonnant, je pense, de faire un lien avec l'alchimie, où le rouge et le bleu sont les couleurs du soufre et du mercure. Peut-être que ça vous parle. Tu peux peut-être aussi en dire un mot, Philippe? Ben oui, ça c'est très important ce que tu dis. Surtout qu'en fait, tu rapproches donc l'alchimie des couleurs et de la lumière, et c'est très intéressant ce que tu dis, et du prisme, puisqu'en fait, au niveau de l'art, par exemple, donc c'est pas tout à fait la décomposition de la lumière, mais c'est comment la lumière se réfléchit sur la matière. On a le rouge, le bleu et le jaune en fait dans les couleurs primaires, comme tu as pu en parler. Et du coup, il y a bien cet équilibre donc entre ces deux couleurs, et on sait qu'en alchimie, il y a une troisième couleur qui est celle du sel, et qui saurait donc dans cette logique celui du jaune, en fait. Voilà. Donc c'est cette idée d'équilibre entre trois éléments que l'on retrouve en alchimie, mais avec donc peut-être une insistance dans le tarot sur le bleu et le rouge, en fait. Oui, tout à fait. Même si on retrouve très, très clairement aussi le jaune, hein, dans beaucoup d'arcanes. D'un point de vue symbolique, le rouge et le jaune et le bleu, ça symbolise quoi pour toi, Philippe? À part ce qu'on vient de dire, parce que alors pas grand-chose pour moi. Peut-être tu as peut-être plus de clés que moi sur ça.
Bah, je pense dans le tarot de Marseille, on peut aussi se rapprocher d'une représentation de la nature. Faut pas oublier que le tarot de Marseille est issu d'une iconographie médiévale, que on est à une époque où les gens ne savent ni lire ni écrire, mais que eh bien ils apprennent en général par l'image, par les images qui sont présentes dans le tarot de Marseille, mais qui sont aussi présentes sur les édifices importants de la culture de l'époque, donc sur les châteaux forts, dans les églises, sur les bâtiments administratifs. Et donc effectivement, je pense qu'on peut faire un lien très clair entre les couleurs qui sont présentes dans le tarot de Marseille et ce à quoi elles renvoient au terme de la nature. Donc je pense que le bleu, eh bien, très clairement, c'est une référence à la couleur de l'eau, à la couleur du ciel, à la couleur de la pureté. Je pense que le rouge, très clairement, ça fait référence au soleil. Et puis le jaune peut-être à la terre, alors que le vert fait référence au monde végétal. Tout à fait. Alors, il y a trois couleurs dans le tarot de Marseille qui sont un petit peu, on va dire, un peu à part. C'est la couleur chair, la couleur blanche et la couleur noire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces trois couleurs, Philippe? Alors, dans mon livre, j'en parle un petit peu. Euh, je pense que, comme tu as un peu d'ailleurs évoqué dans ce que tu viens de dire, il y a un code couleur qui a dû se faire au niveau des enlumineurs, en fait, du Moyen Âge. Et là, on voit par exemple un thème que tu viens de montrer qui est typique du Moyen Âge, les danses macabres, où il y a un autre nom que tu dois connaître, que je ne connais plus, le fait que ça soit un être à la fois entre mort et vivant. Mais en fait, l'idée, c'est que les couleurs, déjà du blanc et de la chair, chair amène à la couleur de la peau, d'une manière générale, mais ça amène aussi la couleur du cuir. On le retrouve dans la besace, par exemple, je crois, du Butler. On le trouve aussi sur le dé de la papesse, donc comme si c'était un morceau de cuir derrière elle. Et on le trouve dans le parchemin, dans les livres, puisque les livres étaient faits en parchemin à l'époque et pas en papier. Et donc on le trouve à la papesse, voilà, exactement. Oui, alors tout à Et fait. donc, Je prends la parole juste pour oui, je t'en simplement que prie. nos interlocuteurs puissent voir les trois cartes que je montre, puisque le logiciel qu'on utilise montre l'image de la personne qui parle. Voilà, donc je voulais juste montrer les trois arcanes auxquels tu faisais référence et je te laisse poursuivre. Oui, merci pour la détail technique. Voilà. Et donc après, par exemple, pour le blanc, on va voir que il peut donc signifier la sagesse quand il s'agit en fait de cheveux ou de barbe. Et ça, c'est traditionnel. Mais ça peut être aussi le métal, l'acier ou le fer, qui est représenté ainsi, en opposé à l'or, qui est représenté en jaune. Pour le noir, alors c'est encore plus intéressant parce que je trouve que c'est une couleur assez rare quand même dans le tarot, même si ça interdit pas le noir, à part que ça c'est aussi quand même principalement la couleur du cerne qui peut rappeler un peu la tradition des vitraux aussi, hein. Mais c'est par exemple la couleur de la terre noire que l'on retrouve dans l'arcane 13. Euh, Et dans l'arcane et 15. voilà, et voilà. Donc, Et bon, c'est pour sur ça, j'ai que ça à dire. Je te laisse pour la suite sur ces couleurs. oui, donc effectivement, ces deux couleurs qu'on retrouve dans deux arcanes très spécifiques du tarot de Marseille, qui sont souvent à tort considérées comme des arcanes négatives, alors qu'elles sont tous les deux des messages extrêmement positifs. Et effectivement, c'est l'arcane 13, donc l'arcane dite sans nom, et puis l'arcane 15 qui s'appelle le diable, que voici, hein. Et donc, c'est les deux seuls arcanes du tarot de Marseille dans lequel le sol est représenté en noir. Et donc, c'est effectivement très clairement une allusion à l'œuvre noire, au Nigredo, mais aussi au travail d'introspection alchimique que nous propose l'aspect initiatique du tarot de Marseille.
Alors, souvent, hein, quand on parle d'alchimie, les gens comprennent mal l'alchimie. Ils pensent que les alchimistes cherchent à fabriquer de l'or avec du plomb. Alors ça, effectivement, c'est le mythe. Mais ce que cherche à réalité à faire l'alchimiste, c'est pas à fabriquer de la matière, mais c'est au contraire à dissoudre tout ce qui empêche la lumière de s'épanouir. Et donc, l'un des objets du travail spirituel en alchimie ou avec le tarot de Marseille, eh bien, c'est de faire en sorte que nous devenions nous-mêmes des porteurs de lumière, euh, Lucifer en latin, et que nous puissions transmettre cette lumière les uns avec les autres. Un petit mot de conclusion sur ce travail sur les couleurs, Philippe? Mais écoute, je pense qu'on est raccord sur plein de choses, Pierre, puisque là, je parlais, j'évoquais le vitrail, et on retrouve tout à fait la même symbolique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du plomb en fait qui sépare les pièces de verre, qui laisse passer la lumière en fait. Oui, tout à Donc fait. c'est intéressant, la lumière est associée à l'or et le plomb est associé en fait au cloisonnement de ces parties qui soutiennent quand même l'architecture qui va permettre de faire passer la lumière quand même. Oui, Voilà. et qui va permettre cette diaphanie de sorte qu'on va pouvoir percevoir à l'intérieur une lumière tout à fait particulière. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'un jour pouvoir visiter la Sagrada Familia à Barcelone. C'est un des endroits dans le monde où il émane une atmosphère spirituelle extrêmement puissante. Lorsque je l'ai visité pour la première fois, c'était à un moment où les travaux nécessitaient que l'on entre par la porte de la crucifixion, alors que normalement on rentre par la porte de la nativité. Et donc j'ai voulu traverser l'édifice pour me rendre, prendre la visite dans le bon sens. Et évidemment, en rentrant à l'intérieur de la nef, j'ai été saisi par l'atmosphère et en particulier la luminosité qui émane des vitraux de cette basilique, au point d'en être littéralement scotché sur place pendant plusieurs minutes et tout à fait incapable de bouger. Je pense que c'est particulièrement évocateur de ce que peut être un ressenti spirituel. Alors, merci Philippe d'avoir partagé ce live avec nous ce soir. C'est un live un peu particulier ce soir. Vous avez vu que j'ai mis dans le fil d'actualité du groupe un petit sondage dans lequel je vous demande votre avis concernant l'organisation des exercices dans le groupe. Je vous invite à répondre à ce sondage de manière à ce qu'on puisse vous proposer un groupe de travail qui soit le plus ajusté à vos envies. Et puis, évidemment, si ce type de live avec un intervenant extérieur vous plaît, merci aussi de mettre un petit commentaire ou de m'envoyer un message privé de manière à ce qu'on puisse renouveler l'expérience. On a la chance d'avoir au sein du campus plusieurs intervenants de haut vol, dont notamment Philippe, mais pas que. Et donc, je pense que c'est particulièrement intéressant et bien, de proposer ce type de proposition. Il nous reste un petit peu de temps jusqu'à la fin du live et donc je vous propose, comme à l'habitude, eh bien de prendre une ou deux questions et puis de faire un tirage en direct. Et puis, comme on a la chance d'avoir Philippe, eh bien peut-être que Philippe, tu pourras faire des compléments par rapport aux questions qui sont posées. Frédéric, bonsoir. C'est pas grave si tu arrives en retard. Sébastien, toc toc. Ok. Alors, franchement génial, nous dit Elisabeth. Tout est relié. Alors, il y a une petite discussion entre Sébastien et deux, trois personnes. Y a-t-il une question pour le tarot ce soir? Alors, merci beaucoup pour ce live. Je suis ravi, très enrichissant et vivant. J'adore. Merci à vous deux. Merci beaucoup, très intéressant. Fleur, Florence, ben, merci à vous de votre présence et de vos questions pour le tarot. Donc vous pouvez tout simplement poser vos questions en commentaire.
Mon tarot est prêt, il chauffe. Bonsoir Elsa, pas de souci. Nadine qui nous dit merci également. Alors, qui se lance pour la première question? Il nous reste un petit peu plus de 10 minutes jusqu'à la fin du live, donc je peux prendre 2 voire 3 questions. Lancez-vous, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a que des réponses indiscrètes. Alors, peut-on utiliser le tarot en étant cartésien, athée et très terre à terre? Pas terrible la question, mais rien ne me vient d'autre. Alors, bien entendu qu'on peut utiliser le tarot en étant cartésien et terre à terre, puisque le tarot, eh bien, c'est un livre en images, c'est un livre de symboles en images, et que les symboles nous parlent de notre propre psychologie, et que par conséquent, on peut tout à fait, en posant une question au tarot, eh bien, et en étant terre à terre et scientifique et athée, eh bien, y voir très clairement une forme de réponse. Tu pourrais en dire quoi, toi, Philippe? Oui, je pense que, alors moi, ça fait partie un peu de ma démarche dans mon livre, c'est que, et je sais que Pierre est tout à fait d'accord sur ça aussi, c'est-à-dire que c'est un questionnement sur notre perception du monde, en fait. Et en fait, on est nous-mêmes, on est habité en fait d'un certain protocole de perception qui nous a été inculqué par nos parents, par notre culture. Et en fait, le tarot est en soi en fait un objet de réflexion sur notre propre perception du monde, hein. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Oui. Alors, nous avons une question de Daniel qui nous dit: je change d'orientation avec des changements importants que j'ai pris. Quelles seraient les énergies du tarot qui pourraient m'aider à me réaliser pleinement? Alors, eh bien, en première arcane, alors je vais mettre un peu de lumière, ça sera voilà plus visible. En première arcane, j'ai tiré pour toi, Daniel, la tempérance. La tempérance, c'est un archange, c'est un ange, c'est très visible avec les ailes qui sont derrière ici, qui manie les énergies dans une sorte d'équilibre, qui rééquilibre les énergies, on va dire qui équilibre le soufre et le mercure pour en faire quelque chose d'unifié. C'est très visible notamment par le flux des énergies qui passe ici entre les deux pots, et on voit très clairement que si c'était du liquide, eh bien évidemment il tomberait par terre et ça serait impossible de le voir. Donc par rapport à ta question, je pense que une première réponse du tarot, c'est de dire qu'il est important que tu prennes le temps de tempérer un petit peu ta réflexion et d'équilibrer les énergies à l'intérieur de toi-même pour pouvoir progresser et eh bien, atteindre tes objectifs professionnels. C'est intéressant qu'en deuxième arcane, nous avons la Lune. La Lune nous parle, on va dire, du côté obscur, du côté inconscient de nos actes, de notre relation avec le monde. C'est assez visible, notamment avec l'écrevisse qui se trouve cachée ici dans le lac, qui représente l'inconscient et donc qui émerge de l'inconscient. Et donc, en complément, je pense que ce que te dit le tarot, c'est qu'il faut prendre du temps pour laisser émerger et remonter de ton inconscient les choses qui sont importantes. Alors, les choses qui sont importantes, eh bien, c'est peut-être tes dons, tes capacités, ce qui te distingue des autres êtres humains et qui peut être mis en avant dans ta démarche professionnelle. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une progressivité, c'est-à-dire qu'en termes de numérologie,
on est dans une numérologie montante, donc on est dans une énergie qui est positive. Et puis, c'est très beau tirage pour toi ce soir, puisque, eh bien, on va mettre les cartes dans l'ordre. Le troisième arcane que j'ai tiré pour toi, c'est l'arcane du monde qui représente la réalisation concrète dans le monde. Et donc un très très beau tirage pour toi, Daniel, ce soir. Est-ce que Philippe, tu veux faire un petit complément par rapport à ce tirage pendant que Daniel nous fait un feedback? Euh, alors, c'est ce que tu as dit est très juste sur la tempérance, qui est une des 7 vertus, hein. C'est une vertu cardinale dans la philosophie, déjà platonicienne. Et ce qui est intéressant, c'est que la deuxième carte, en fait, je vois, il y a très peu de rouge. Donc, c'est très intéressant. On dirait vraiment qu'il y a une idée de faire appel à, de plus être dans l'activité, mais passer un temps, en fait, dans l'introspection, dans la sensibilité, dans l'intuition, avant de reprendre, en fait, une réalisation. Oui, tout à fait. Je remontre les trois cartes. Donc effectivement, il y a beaucoup de rouge avec tempérance. Il y a aussi du bleu puisqu'on est dans l'équilibre des deux énergies. Mais c'est vrai que la carte, l'arcane de la lune est majoritairement en bleu, alors que l'on retrouve les sept couleurs dans l'arcane du monde. Est-ce que cela te parle, Daniel? Donc, je vous rappelle, hein, quand je vous propose un tirage dans les lives en direct, le petit deal que je vous propose, eh bien, c'est de me renvoyer un feedback en guise de, on va dire, de règlement ou de paiement pour le tirage. Nous avons une question de Sébastien. Dans ma vie quotidienne, j'ai parfois une lutte intérieure entre la force et la justice. Dois-je avoir le courage d'être juste ou dois-je plutôt Euh, où et quand me préserver, car personne n'est sauveur de l'humanité. Alors, je n'aurai pas d'autres questions, désolé. Eh bien, on va voir avec cette question-ci. En première question, en première arcane, par rapport à ta question, j'ai l'arcane de la papesse. L'arcane de la papesse, c'est clairement l'arcane de la porte du symbolisme. C'est clairement un arcane qui nous invite à la réflexion, à à la recherche de connaissances et au fait de dévoiler ce qui est caché, puisque derrière ici le voile qui recouvre le siège de la papesse, eh bien, sont cachées les deux colonnes du temple de Salomon qui représentent le passage entre le monde des profanes et le monde du sacré. Et donc, est-ce que tu dois avoir le courage d'être juste ou plutôt de te préserver? Eh bien, je pense que le tarot t'invite ici à une réflexion et à approfondir ta réflexion. En deuxième arcane, nous avons l'arcane sans nom. L'arcane sans nom invite très clairement ici, par rapport à ta question, à faire un choix, à couper quelque chose. Et donc peut-être, ce que je lis entre les lignes dans ta question, l'idée d'être le sauveur des autres ou de jouer le sauveur des autres, je pense que ici très clairement le tarot t'invite peut-être plutôt qu'à jouer le sauveur à prendre le temps de la réflexion, à prendre le temps de l'analyse, à couper cet élan premier qui est l'élan du sauvetage en termes de sauvetage dramatique en termes de jeu psychologique, pour devenir peut-être plutôt un sauveteur de type professionnel avec un contrat qui permet d'éviter que ça dérape et que ça parte dans des stratagèmes sans fin et que ça aide réellement les personnes en face de toi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en troisième arcane, nous avons l'arcane du jugement qui est la résurrection. Je pense effectivement que ici, très clairement, l'idée c'est de sortir de cette de couper cette partie, on va dire, d'ombre en quelque sorte, qui invite au jeu psychologique et à des
des relations dysfonctionnelles avec les autres pour prendre le temps de l'analyse et à ce moment-là, eh bien, va ressurgir toute ta puissance intellectuelle et ta capacité à aider les autres. Nous avons, j'attends toujours le feedback de Daniel et nous avons un commentaire de Sébastien qui nous dit que j'ai parfaitement compris la quintessence de sa question. Alors non, la vidéo n'est pas terminée, mais peut-être que les commentaires sont arrivés à terme, puisque les commentaires sont effectivement limités en nombre dans les vidéos par Facebook. Eh bien, de toute façon, on est arrivé à la fin du live, donc eh bien Daniel, je t'inviterai à mettre ton feedback dans les commentaires sous la vidéo une fois que la vidéo sera terminée. Et puis Philippe, je te propose de te laisser le mot de la fin. Eh bien, Pierre, je te remercie pour cette expérience et cette invitation. Et je trouve que c'est très enrichissant et j'ai hâte de voir les prochains intervenants. Avec plaisir, merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi ce soir et donc je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau live en direct. Bonne soirée les chercheuses et les chercheurs de lumière.